La maternité, c'est un long chemin. Je tiens à dire que la césarienne n'est pas la voie facile. J'ai longtemps cherché, après l'accouchement, à redevenir qui j'étais. C'est dur parce que j'ai un rapport au corps très compliqué depuis jeune. Qu'est-ce que tu regrettes du coup dans ton ancienne vie? Ma liberté. J'avais l'impression d'abandonner mon bébé. J'aimerais lui transmettre que peu importe notre état de santé, on peut tout de même mener sa vie, on peut tout de même faire beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup qu'elle s'aime, qu'elle connaisse ses valeurs, qu'elle sache que sa valeur ne s'arrête pas à son physique. C'est l'une des choses les plus difficiles, mais les plus belles que j'ai faites. Bienvenue sur la Baby League, le podcast. Ici, on parle de naissance de bébé, mais aussi de maman, de parents, de situations nouvelles voulues ou subies, et on parle surtout de la vraie vie. Je suis Camilia de la Baby League, doula accompagnante périnatale à Marrakech. Si tu es enceinte en ce moment et que tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour vivre une grossesse épanouie et un accouchement en pleine puissance, n'hésite pas à me contacter. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Salma Mounir. Créatrice de contenu lifestyle, elle partage sur les réseaux son quotidien entre maternité, bien-être, sport et vie de femme. Maman de Ayla qui a 18 mois, elle aborde avec beaucoup d'authenticité les réalités du postpartum, de la charge mentale et de l'équilibre personnel. Diabétique depuis son enfance, elle sensibilise également aux défis invisibles que représente une maladie chronique au quotidien. Salma, bienvenue sur la Baby League, le podcast. Alors Salma, on te connaît tous sur les réseaux. Est-ce que tu pourrais te présenter la Salma plutôt en dehors des réseaux? Qui elle est? En dehors des réseaux. Oula, j'ai plusieurs casquettes. Alors, je m'appelle Salma, donc Salma Mounir, j'ai 27 ans. Je suis maman d'une petite fille de 18 mois, comme tu l'as dit. Donc, je vais me présenter par ordre de ce qui me prend le plus de temps dans la vie. Vas-y. À côté, je fais de la création de contenu sur les réseaux. Donc, comme tu as dit, lifestyle, ça concerne un peu tout. Du sport, du bien-être, de la maternité un peu raw. Tout ce qu'il y a de vrai sur la maternité. Peut-être pas les côtés les plus roses. Ça fait fuir certains, mais c'est la réalité. Je suis aussi diététicienne nutritionniste de formation. Donc, je pratique un peu à côté. Je suis diabétique depuis 16 ans maintenant. Et voilà, c'est principalement ça. Est-ce que tu as vraiment l'impression que les gens te connaissent au fond? Est-ce qu'on se connaît soi-même déjà? Oui et non, parce que je pense que moi-même, je suis toujours en train de me découvrir. Chaque jour, je découvre une facette. Ce week-end, une facette. Demain, peut-être une autre. Donc, les gens connaissent une partie de moi, certes. Peut-être pas tout. Et c'est pour ça aussi que je reste sur les réseaux, parce que j'ai encore à donner, encore à montrer. Je me découvre et je fais découvrir aux autres qui je suis. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose que les gens ne connaissent pas de toi? Je suis timide. C'est vrai que ça se voit pas Oui. au premier abord sur les réseaux, on n'a pas l'impression. Là, maintenant, tout de suite, j'en perds mes mots. Donc, je suis un peu timide sur certains points. Il me faut un petit temps pour être à l'aise. Mais une fois que je suis à l'aise, il faut faire attention. On m'arrête plus. Ok, donc on va arrêter cet épisode avant que tu te sentes trop à l'aise. Ok, c'est noté. Du coup, sur les réseaux, tu montres finalement une image qui est hyper lumineuse, très forte, très organisée. Tu as l'air super disciplinée. Et du coup, ton quotidien, il demande quand même beaucoup de vigilance depuis ton enfance. Je pense que tu as Tout à grandi fait. du coup avec une maladie qui t'a un peu forcé à justement être super disciplinée et faire attention à beaucoup de choses dans ton quotidien. Ouais. Est-ce que ton diabète t'a déjà fait peur à ce niveau-là? Est-ce que tu as déjà douté de ton envie d'être mère à cause de ça? On m'a fait douter, si je peux dire. Depuis toute petite, il y a eu ces paroles que j'entendais, pas forcément de certains médecins, c'est déjà arrivé, mais surtout de l'entourage. Il y avait cette idée reçue de diabète et maternité, ça colle pas forcément. Chez les médecins, c'était diabète, grossesse à risque directement, donc c'était considéré d'office en tant que grossesse à risque. Ouais. Donc oui, j'ai eu peur, j'ai douté, ma famille aussi, je suppose, mon mari pareil. Et puis il n'y avait qu'une seule façon de savoir, c'était de le faire, même si bon, c'était pas prévu en temps et en heure. Mais voilà, aujourd'hui, je suis là pour dire que oui, c'est possible. Et ça marche et on peut avoir une belle grossesse et un super accouchement, même en étant diabétique. Alors du coup, tu as eu Ayla très tôt. Oui. Comment est arrivée ta grossesse? Ma grossesse est arrivée par surprise. Pour faire court, comme tu l'as dit, je suis diabétique depuis 16 ans, donc je n'avais jamais fait le ramadan. On va venir au lien. Je n'avais jamais fait le ramadan. Je venais d'installer une nouvelle pompe, donc une pompe à insuline. Et cette pompe-là me permettait plus ou moins d'essayer de faire le ramadan. Du moins cette année-là, c'était la vraie première année où j'allais essayer. Donc c'était la première semaine du ramadan. J'avais déjà jeûné toute une semaine. J'avais rendez-vous chez la gynéco. Je partais pour un contrôle de routine.
bam, surprise. J'étais enceinte, donc je découvre que j'étais enceinte. J'ai directement arrêté le ramadan du coup. Mais voilà, c'était Donc, tu as découvert ta grossesse pendant un contrôle de routine chez gynéco. exactement. Et je jeûnais ce jour-là. C'est un truc de fou quand même. Oui. C'était vraiment un truc de fou. J'ai paniqué, j'avais peur. J'avais l'impression d'avoir fait une bêtise parce que pour moi, une grossesse diabétique, ça se prévoit. C'était absolument pas prévu dans ces conditions-là. Ouais. Je jeûnerais pas si je le savais. Donc, la première réaction, c'était ah, j'ai pleuré. Ah, j'ai beaucoup pleuré. La gynéco, elle savait pas où se mettre. Elle cherchait la boîte de Kleenex. Tenez, madame, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Elle était plus en panique par rapport à moi, à ma réaction. Mais j'ai pleuré de panique. Je pense qu'il y avait beaucoup de peur de l'inconnu aussi. Surtout de peur de l'inconnu. La joie est venue après. La joie est venue après. Bah, surtout le fait que c'était pas prévu, j'imagine que ça a un petit peu chamboulé beaucoup de choses. On a tous peur de l'inconnu, je crois. Et quand quelque chose n'est... Surtout quand tu es assez carré, que tu aimes bien que tout soit prévu, que tout soit sur un calendrier, sur un emploi du temps. Quand tu as un truc par surprise comme ça qui chamboule toute une vie, ça fait un peu peur. Et du coup, à ce moment-là, tu étais enceinte de combien? J'étais enceinte 2-3 semaines. Ouais. C'était vraiment tout récent. Même à l'écho, elle n'était pas sûre. À l'écho, elle n'était pas sûre. Elle m'a rien dit, d'ailleurs. Elle a fait son échographie. Elle m'a rien dit. J'étais enceinte. Je voyais qu'elle doutait. Elle me parlait de petits kystes ou autres. Donc, j'étais complètement à côté du truc. Elle m'a demandé de faire un test de grossesse. Je lui ai dit, mais non, vous allez perdre votre test de grossesse parce que je ne suis pas enceinte. Elle me disait, ça fait partie de la consultation, c'est comme ça. De toute façon, pour faire d'autres tests, il faut passer par le contrôle de routine, vous êtes mariés, etc. Donc, faites votre test. J'ai fait le test chez elle dans le cabinet, je ne l'ai même pas regardé. Je l'ai fait, je l'ai posé et je suis repartie en salle de consultation. Donc, c'est l'assistante du coup de la gynéco qui a ramené le test de grossesse en lui disant, il y a un test de grossesse positif posé dans les toilettes. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte. C'est incroyable. Donc, tu as dit que tu avais un petit peu paniqué Beaucoup. parce que voilà, l'inconnu, pas prévu, etc. À ce moment-là, quelles ont été tes peurs? Et est-ce que tes peurs étaient différentes des peurs que peuvent ressentir d'autres femmes non diabétiques? Alors, j'ai directement pensé diabète, forcément. Donc, oui, je pense que c'était le premier abord. C'est comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir mener cette grossesse à terme? Est-ce que je ne vais pas transmettre ma maladie à mon bébé? Et est-ce que j'aurai un bébé sain? C'est-à-dire dans le sens où mon diabète n'affecterait en rien son développement fœtal. C'était vraiment les 3 questions principales. Ensuite, je me suis forcément posé les mêmes questions que toutes les autres mamans. Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que je vais pouvoir gérer? Comment je vais maintenir un petit être qui m'appartient en vie? On va me remettre un petit truc à la maternité, je vais devoir sortir avec et tout gérer. Donc je pense que je me suis principalement posé les mêmes questions que toutes les autres mamans. Mais malgré tout, donc voilà, tu as ce diabète qui représente quand même l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête en permanence. Pour d'autres mamans, ça va être d'autres choses. Oui. J'imagine que chaque maman a vraiment ce qui lui fait peur. Oui. Ça peut être un traumatisme, ça peut être une expérience qu'elle a vécue, ça peut être une situation compliquée qu'elle est en train de vivre. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses finalement qui créent ce stress latent chez une future maman. Donc du coup, toi, comment est-ce que tu arrivais à profiter de ta grossesse et à vraiment te projeter dans ta maternité malgré cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête? C'est vrai que ça allait beaucoup en parallèle. J'étais plus focus mener à terme. Vraiment, j'ai essayé de profiter un maximum dans le sens où j'ai pris beaucoup de photos, je touchais beaucoup mon ventre, je suivais ma grossesse de très près. Mais à côté, c'est vrai que pour le coup, mon diabète, il prenait un grand espace dans la grossesse parce que je n'ai jamais autant surveillé ma glycémie pendant aussi longtemps de toute ma vie, enfin de toute la période où j'ai été diabétique, donc les 9 mois de grossesse sur les 16 ans, ça a été la période où j'ai le plus fait attention. C'était une surveillance 24 heures sur 24. Je n'ai pas fait une seule nuit complète depuis le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. C'est-à-dire que je me levais la nuit pour checker ma glycémie, pour faire en sorte de faire le moins d'hypoglycémie et le moins d'hyperglycémie possible. Ceux qui sont les risques et les complications à court terme déjà. Ce sont principalement les variations de glycémie. Donc l'objectif, c'était d'en faire le moins possible. Et si j'en faisais
déjà d'essayer de déculpabiliser, parce que c'est très dur de ne pas en faire sur 9 mois en étant diabétique, c'est-à-dire qu'on ne l'est pas, Ouais. alors c'est pas possible. Et si jamais j'en fais, bah, que ça dure le moins longtemps possible, de tout de suite corriger. Donc déjà, je faisais des insomnies de base, je pense que c'était aussi le stress, les hormones, etc. Mais oui, c'était une surveillance accrue sur les 8 mois et demi précisément. Ouais. Mais oui, ça demande beaucoup plus d'efforts. Après, j'ai la chance, alhamdoulilah, d'avoir du matériel. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une pompe à insuline, j'ai un capteur de glycémie et le hasard a fait que j'ai changé ma pompe. Alors, a priori, j'étais enceinte lorsque j'ai changé de pompe. Donc, on l'a su après. Mais je devais être enceinte de 3-4 jours. Donc vraiment C'est au arrivé début pile de au la bon moment. exactement. Et l'endocrino avec qui je suis suivie me disait toujours: le jour où tu prévois de tomber enceinte ou tu as envie de tomber enceinte, il va falloir passer au stade supérieur de pompe, qui est celle que j'ai maintenant. Donc je pars du principe que Dieu fait très bien les choses et que j'ai été chanceuse sur ce coup-là. Donc du coup, toi, ton épée de Damoclès, c'était ton diabète. Pour les autres mamans qui ont une autre épée de Damoclès, parce qu'on en a toutes finalement, toi, ton conseil, ce serait plutôt donc de prendre en main les choses, de s'organiser, de gérer pour éviter justement de stresser davantage. De déculpabiliser aussi. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Ça, c'est quelque chose que j'apprends encore aujourd'hui. Et de faire de son mieux. Et à partir de là, on laisse le reste entre les mains de Lâcher Dieu. prise. Voilà, on apprend à lâcher prise parce que à partir du moment où tu fais ton mieux, tu peux pas te reprocher grand-chose. Comment est-ce que tu imaginais ta maternité et comment tu te voyais te projeter en tant que maman? Est-ce que je ne me projetais pas est une réponse. Bien sûr. Alors, je ne me projetais pas spécialement. Ouais. Je savais que ça allait venir. Je ne savais pas quelle sorte de maman je serais. Je ne savais pas quel lien j'aurais avec mon bébé. Donc, j'ai vraiment vécu les choses. Je me projetais beaucoup dans le sens où je savais que j'allais avoir un enfant. Mhm. Ça, j'en étais consciente. Tout le reste, je me lançais dedans tête la première. Je ne savais pas exactement dans quoi j'allais. Et je pense que aussi le fait de ne pas avoir beaucoup d'attentes ou ne pas trop se projeter, ça aide ou ça aide pas. Ça dépend des gens, mais en tout cas, je vivais beaucoup ma grossesse au jour le jour. Ok. Donc, je savais ce qui allait venir, je savais ce qui m'attendait, mais je ne savais pas comment ça allait être. Je sais que c'est assez flou, c'est assez vague, mais je ne savais pas exactement quel genre de maman je serais, comment j'agirais. Donc j'ai vraiment vécu les choses comme elles venaient. Je prenais Et du coup, comme est-ce ça que venait. c'était pas un petit peu en décalage avec la personne que tu es finalement? Oui. Parce que toi, tu prévois vraiment tout. Oui. Tout est bien cadré, enfin, tu te projettes dans tout ce que tu entreprends. Et là, du coup, pour quelqu'un qui te connaît, on a l'impression que c'est un petit peu en décalage avec Alors, le reste de ta vie. pour reprendre, je contrôlais ce que je pouvais contrôler. Préparer les affaires, on était nickel. À 6 mois, je pense, 6 mois et demi, les valises étaient bouclées, les habits triés par ordre alphabétique, si tu veux, par ordre de couleur, tout était carré, nickel, la chambre était prête, tout ce qui est paperasse était prêt. C'est sur le plan, tout ce que je pouvais contrôler, tout ce qui Ouais. était de mon ressort que je pouvais faire avant sans forcément avoir de lien avec la maternité, je gérais. Tout ce qui était lien avec bébé, ressenti, etc., j'avais un peu plus de mal. Est-ce que c'était par peur? Parce que tu n'arrivais pas à te projeter, tu avais peur de ça? Je pense qu'il y avait de la peur. Je Mm. pense qu'il y avait de la peur de comment je vais gérer. Je me sentais illégitime, je sais pas. Très jeune pour être maman, alors que finalement pas du tout. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour être maman. Il y avait beaucoup de peur. Je pense que j'ai fait le pas vers un accompagnement, mais je pense l'avoir fait un peu trop tard. Si c'était à refaire, je me ferais accompagner un peu plus tôt. J'ai acheté des livres, j'ai lu des choses, mais les livres et toutes les vidéos qu'on peut voir, les reportages, etc., c'est pas forcément notre réalité à nous. Donc, ça ne m'a pas aidé à me projeter plus que ça. Ouais, d'où l'importance de se faire accompagner Oui, très tôt. par une doula, par l'accompagnement périnatal. Il est essentiel justement pour arriver à se projeter Oui, je suis d'accord. pour que les problématiques vraiment soient nos problématiques. Parce que j'en ai rencontré des blocages, du coup, certaines choses auxquelles j'étais pas forcément préparée. Du coup, qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant ta grossesse? Dormir, Ouais. ça me manque toujours autant. Voilà. Les sushis, Ouais. le lâcher-prise, ça me manquait beaucoup aussi. Le sport, non, parce que j'ai continué à en faire jusqu'à assez tard dans la grossesse. Principalement ça, dormir et les sushis. Je comprends. Alors moi, j'adore les récits d'accouchement. J'adore écouter, voilà, qu'on me raconte comment sont passés les accouchements des gens. J'adore ça. Est-ce que tu veux me raconter ton accouchement?
J'avais dédié un post sur mon récit d'accouchement. Je vais essayer de faire plus court parce qu'on va y passer la journée. Alors, pour mon cas, il y a quelque chose de magique par rapport à ma date d'accouchement. Je pense que tu le sais, mais je vais en reparler. Mon accouchement était prévu. Donc, la date a été donnée par mon médecin, qui était le 14 novembre. Je ne sais pas si ça va tilter dans la tête de certaines personnes, diabétiques. Donc, j'ai pris le 14 novembre. Moi, je voulais avancer la date parce qu'au bout d'un moment, j'étais en PLS, j'en pouvais plus. J'avais un ventre énorme, j'avais pris plus de 20 kilos. J'avais les jambes gonflées, j'appuyais dessus, il y avait mon doigt qui restait, il y avait la trace du doigt qui restait. Donc, je voulais avancer, mais mon gynéco, il était calé sur la date. On ne bouge pas, ça sera le 14 novembre. Tu fais ce que tu veux, ça sera le 14. J'ai essayé d'accoucher par d'autres moyens. J'ai marché, j'ai mangé de l'ananas. Je me suis dit, bon, on va peut-être déclencher, je sais pas, peut-être qu'il changera d'avis. Le 14 novembre, c'était le 14 novembre. J'ai percuté quelques jours avant que le 14 novembre, c'était la journée mondiale du diabète. Je ne voulais plus changer de date. Parce que pour une fois, j'allais pouvoir associer ce jour-là à autre chose. Et c'était vraiment une sorte de revanche, au final, sur tout ce qu'on me disait avant, sur puisque ça va être possible, est-ce qu'elle pourra mener une grossesse à terme. J'avais pas encore accouché, mais rien que l'idée, elle était déjà exceptionnelle pour moi. C'est hyper symbolique. J'avais une chance sur 364 ou 65 pour que ça arrive, et ça arrivait. Donc pour moi, c'était exceptionnel. Alors, mon récit d'accouchement, comme c'était prévu, on savait que c'était le 14, j'ai pas dormi cette nuit-là, évidemment. Je devais me rendre à la clinique à 7h du matin, il me semble, donc j'ai absolument pas dormi, comme un peu toutes les nuits d'avant, c'était un peu compliqué. Fin de grossesse, tu connais. On s'est rendu à la clinique, c'était très rapide. Ça a été, une fois que tu es à la clinique, c'est bon. On peut plus t'arrêter, et là, tu es englouti dans un truc, tu peux plus faire marche arrière, et là, je commençais vraiment à me dire, oh mon Dieu, ça va se passer. Oh mon Dieu, ça va se passer. Elle va être là dans quelques minutes, dans quelques heures. Comment je vais gérer? Donc, je rentre. Pour moi, c'était une césarienne. Je tiens à dire que la césarienne n'est pas la voie facile, les amis. Du tout. C'est même la voie la plus difficile. Bon, maintenant, ce qui est fait est fait. Et pour mon médecin, c'était une décision mûrement réfléchie parce qu'il y avait beaucoup plus de risques avec mon diabète. Donc, je suis passée au bloc. Je suis rentrée... Il était 8h et quelques. Ma fille est sortie à 9h02. Il y a tellement de choses à dire. Vas-y. Les grandes lignes. J'avais besoin que mon mari soit là parce que pour moi, c'était un moment qu'on devait vivre à deux. J'aurais voulu vivre ça avec personne d'autre, évidemment. Le premier cri, c'est quelque chose... Je n'ai pas envie de pleurer. Le premier cri, c'est quelque chose... On ne pleure pas. C'était beau, c'était dur, c'était intense. On va y arriver. C'est l'une des choses les plus difficiles, mais les plus belles que j'ai faites. On va s'arrêter là. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y aura des larmes partout, mais c'était, comme j'ai dit, beau, difficile. Sauvage. Je ne sais pas pourquoi le mot il vient, mais c'était sauvage, c'est raw. Il y a du sang, il y a de l'amour, il y a de la douleur, il y a de l'amour dans de la douleur. Et je pense c'est le mix de toutes ces émotions qui fait que c'est quelque chose d'explosif pour le comprendre. Et du coup, pour ton mari, comment il a vécu ça? Je pense qu'on était dans une sorte de bulle. Pour moi, les médecins, les infirmières n'étaient pas là. Il y avait moi, lui et Ayla, quand elle est sortie, son cri. Il m'a beaucoup soutenue. Je sais qu'il paniquait aussi. Je le sentais dans sa voix, je le sentais dans ce qu'il disait, dans les changements de sujet qu'il essayait de faire en plein travail. Enfin, j'appelle ça travail parce que je ne poussais pas, mais c'était un travail quand même. Mais je pense que c'était un moment magique pour lui aussi. Comme je t'ai dit, c'était vraiment la naissance de nous trois en tant que famille. Donc, c'était magique pour nous trois. Merci beaucoup pour ce récit très émouvant. Du coup, après l'accouchement, forcément, il arrive le postpartum. Souvent, et c'est une très grosse erreur, on pense que tout se finit avec l'accouchement et qu'après tout commence avec l'accouchement. Alors que non, tout commence avec l'accouchement et c'est vraiment là que y a le gros tsunami intersidéral qui arrive. Oui.
C'est difficile pour une personne qui n'a pas vécu ça de s'en rendre compte et de le concevoir. Du coup, pour toi, quel a été vraiment le plus gros choc de ton postpartum? La montée de lait, directement. La montée de lait. J'étais pas préparée. Je ne sais pas comment toutes les femmes vivent leur montée de lait, mais la mienne était particulièrement marquante. La césarienne, ça allait. Le petit moment où on doit rester en salle de surveillance ou de réveil, je sais pas comment ils appellent ça, ça allait. J'étais impatiente, j'avais juste envie de monter. Je suis montée avant mon bébé. On m'a dit qu'elle avait besoin d'un peu d'oxygène. J'ai pas plus paniqué que ça, j'ai eu un peu peur, certes, mais ça allait. C'est des choses qu'on entend, on sait. Je suis montée, je suis rentrée dans la chambre, on m'a ramené mon bébé. Première vraie rencontre avec les habits, un vrai bébé, pas plein de sang, tout ça, tout ça. Vient la montée de lait en fin de journée le lendemain. Et ça a été 2-3 jours d'horreur. Donc la montée de lait en premier, l'allaitement par la suite. Ça a été vraiment deux des plus gros challenges que j'ai eu à faire après. Je ne m'étais pas spécialement préparée à l'allaitement. Je m'étais peut-être préparée mentalement à l'accouchement, mais pas à l'allaitement. Sauf que l'accouchement, ça dure un petit moment. Et ensuite, c'est fini. L'allaitement, ça peut durer plusieurs années après. Et je pense qu'il faut être prêt pour la montée de lait. Ça peut très bien se passer. Pour certaines femmes, il n'y a pas eu de chichi, il n'y a pas eu de douleur. Ça, c'est très bien fait. Pour d'autres, notamment moi, j'en ai souffert. C'est pour faire peur à personne. Et Mais ça se prépare aussi? oui, mais Ça se j'en ai prépare? souffert. Et en fait, comme j'étais devant le fait accompli, j'étais devant les choses, je prenais des solutions de partout, j'essayais de tout faire en même temps. Il y a eu un stress qui montait. Je commençais à paniquer à certains moments devant certaines choses. Et déjà, on a tout l'ouragan, le tsunami du postpartum. T'as pas envie de te rajouter des trucs en plus. Donc, idéalement, ça aurait été plus cool que je sois préparée à ça. Mais finalement, puis chacun son histoire. Ça a fait mon histoire avec la montée de lait et l'allaitement. Et aujourd'hui, 18 mois après, qui l'aurait cru, j'allaite encore. Je me serais jamais, au grand jamais, imaginé allaiter aussi longtemps. J'avais 0 projection, mais si on me demandait, je pense j'aurais dit allez 2, 3, 6 mois à tout casser. Là, on est à 18 et je ne sais toujours pas m'arrêter. Enfin, je sais. Il n'y a pas de Je date sais, limite. Hein. mais aujourd'hui, c'est un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, je laisse. Comme je l'ai vécu depuis le début, on y va au feeling. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Mais c'est vrai que l'allaitement, c'est vraiment un point aussi qu'il est très important d'aborder. Oui. Il faut se préparer à l'allaitement, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, dans l'allaitement, mais vraiment dans tout ce qui concerne la grossesse, la maternité, le postpartum, dans tout, et ben, on entend vraiment tous les sons de cloche. Il y a tout le monde qui vient donner un avis, il y a tout le monde qui veut que tu fasses exactement comme on pense que c'est la bonne manière de faire. Et au final, ça rajoute un stress énorme pour la maman qui n'a absolument pas besoin de ça à ce moment-là. D'où, et je le redis et je réinsiste vraiment là-dessus, l'intérêt de se faire accompagner. Parce que quand tu te fais accompagner par une personne, ça devient ta personne référente. Dans ces moments-là, tu as vraiment besoin d'un phare et tu suis cette lumière-là et tu sais que c'est la personne en qui tu as confiance. Et voilà, tu vas te concentrer vraiment uniquement sur ta relation avec cette personne-là et ce qu'elle en dit. Et elle te connaît. Il y a ton histoire, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu dans chaque chose qui concerne la maternité que finalement, c'est essentiel d'avoir vraiment une personne référente avec qui échanger et à qui se référer en permanence, quoi. Au final, c'est ce qui a été fait pour moi. Je vais le dire, c'est toi. Avant même que tu sois doula, je me référais à toi parce que de un, tu me connais. Et justement, j'avais besoin de quelqu'un qui me connaisse, qui connaisse mes limites. Tu étais là, donc tu as tout vu. Tu as vécu l'accouchement, tu as vécu la grossesse, tu as vécu l'allaitement et tous les challenges que j'ai eu avec. Et je pense en partie que... Enfin, pas en partie. Je pense que sans toi, j'aurais pas allaité jusqu'ici. Clairement. Merci beaucoup. Là, c'est moi qui vais pleurer. Non, mais clairement, faut le dire. J'aurais jamais tenu jusque-là sans toi. Du coup, alors, comment est-ce que tu as géré les nuits alors, du coup, avec le diabète, forcément, mais aussi avec le travail, les ambitions, la famille. C'est un gros sujet pour toi. Tu le sais bien. Aïe, aïe, aïe. Comment j'ai géré les nuits? Je ne les ai pas gérées parce que je ne gère toujours pas les nuits. Les nuits, c'est le sujet. C'est compliqué. Pour moi, les nuits, c'est compliqué. Certains bébés font leur nuit dès leur rentrée à la maison. La mienne, 18 mois après, ne fait toujours pas ses nuits. Je te reviens d'une nuit hachée aujourd'hui. Pour la gestion, c'est par ordre de priorité.
Il m'arrive de prioriser ma fille à ma santé. Donc, des fois, je vais être en hypo. Je sais que c'est pas ce qu'il y a forcément à faire. Donc aujourd'hui, ne faites pas ça. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais oui, je priorise ma fille, forcément. Donc ça, je pense que c'est l'instinct au plus profond de moi qui va réagir. Je peux être en hypo, me lever pour aller prendre un truc pour me resucrer. Ma fille va se lever, elle va se mettre à pleurer, je vais prioriser ma fille. Et c'est une erreur. Je sais que c'est une erreur. Je pense que quand on devient parent, toutes les priorités changent. Donc aujourd'hui, en top, on a ma fille. Donc forcément, si j'ai du boulot ou si... peu importe ce que c'est, elle passera toujours en premier. Donc je gérerai la nuit de façon à ce qu'elle puisse en tirer le meilleur. Elle fait ses nuits, pas les miennes. Et le reste suit après. C'est vrai que j'ai encore du travail à faire sur comment gérer tout ça. Comment gérer les nuits, je ne sais pas encore. Comment faire en sorte qu'elle fasse ses nuits, je ne sais pas encore. On me pose souvent la question en story ou en DM. Est-ce que ta fille fait ses nuits? Comment tu as fait pour qu'elle fasse ses nuits? Elle les fait pas, les gars. Si elle les faisait, je vous l'aurais dit. Elle les fait pas. Elle fait pas ses nuits. Je ne sais pas comment c'est humainement possible de tenir aussi longtemps sans faire de nuit complète. 18 mois, enfin avec la grossesse, ça fait un peu plus, donc 18 plus 9, je peux même pas calculer. Voilà les séquelles. 18 plus 9, 27, un truc du genre, voilà. Donc ça fait 27 mois, on peut tenir 27 mois, enfin on en arrive là. Je sais pas si ça va ou pas. Mais c'est vrai que les nuits, c'est encore un sujet pour moi, c'est encore compliqué. Donc, si vous avez des astuces, je suis preneuse en commentaire, même si j'en ai pris plein. J'ai tout essayé. Oui, mais au final, on revient toujours à la même chose. Ça sert à rien de prendre des astuces à droite, à gauche. Pour Chaque vraiment bébé avoir est différent. Un suivi personnalisé, adapté. Chaque bébé est différent. Et chaque maman est différente. Et encore une fois, je réinsiste là-dessus. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Quel moment tu prends pour toi? Parce que une maman, c'est comme une bouée de sauvetage pour son enfant. Oui. Une bouée de sauvetage qui a besoin d'une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage qui est percée, elle sauve personne. Donc, ta fille, si toi tu es percée, cool. Ça sert à rien de se malmener pour faire passer en priorité son enfant quand on ne prend pas soin de soi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je suis aussi là pour partager mes erreurs. Est-ce que j'en ai faites? Enfin, j'en fais encore, voilà. J'en ai faites et j'en fais encore. C'est que je me suis beaucoup fait passer après elle, après tout le monde. Et je n'ai pensé à prendre des micro-moments pour moi que quand c'était trop tard. Donc les moments que je prenais, c'était vraiment quand j'étais à bout. Et je pense que c'est trop tard quand on prend ces moments-là, quand on est déjà à bout. L'idéal aurait été que je puisse m'imposer des pauses. Je ne pouvais pas, pour beaucoup de raisons qui ne sont pas forcément bonnes, dans le sens où c'était non, ma fille avant tout, et moi après. Et au final, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Parce que justement, quand j'allais prendre des pauses, c'est que j'étais déjà plus que vide. Et je revenais encore vide. Bien sûr. Donc, je prenais juste un peu de souffle pour recontinuer quelques semaines, quelques mois. Et je refaisais des blocages. Donc, c'est vrai que tu as dit au début que on a beau être organisé, on a beau être très carré. La maternité, c'est quelque chose. Et c'est un vrai ouragan. On peut être dépassé, face à ça, on est petit. On est très petit. En tant qu'influenceuse, du coup, tu as quand même une responsabilité envers les gens qui te suivent. Forcément, tu l'as dit toi-même, tu fais des erreurs comme tout le monde. Tu as des doutes, tu te poses des questions comme tout le monde, comme toutes les mamans. Il y a des choses qui te conviennent, qui ne conviennent pas à d'autres. Des choses qui conviennent à d'autres, qui ne conviennent pas à toi. Donc, tu as beaucoup de gens qui vont tu disais tout à l'heure, te donner des astuces qui ont fonctionné pour eux, mais qui ne vont pas fonctionner pour toi. Est-ce que les femmes, justement, se projettent beaucoup sur toi? Est-ce que tu ressens cette responsabilité envers elles? Alors, cette responsabilité, oui, il faut de tout pour faire un monde. Donc, comme il faut de tout pour faire une communauté. Dans ma communauté, dans les gens qui me suivent, je vais avoir des personnes qui vont vraiment s'identifier à moi, qui vont m'envoyer des messages, qui vont partager leur vécu, leur ressenti, qui vont peut-être des fois même me remercier de partager ça parce que j'ai vécu peut-être quelque chose un peu avant eux et donc elles arrivent un peu à se sentir moins seules. Parce que comme j'ai dit, je donne aussi beaucoup du côté cru de la maternité. Je ne donne pas que le rose.
Je peux avoir l'air de me plaindre des fois, mais c'est absolument pas le cas. Moi, je partage les choses telles qu'elles sont. Ça n'en fait pas moins que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai vécue toute ma vie. Et le récit d'accouchement t'en dira, parce que rien que l'accouchement, c'est quelque chose. Ça reste la plus belle chose et la plus dure que j'ai faite. Donc oui, j'ai cette responsabilité, mais je pars du principe qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme sur les réseaux. Déjà, il faut être solide pour être sur les réseaux des deux côtés, que ce soit en tant que personne qui partage ou en tant que personne qui reçoit les informations. Il faut savoir filtrer les informations. Je m'éparpille un peu dans la question parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais pour résumer, je partage les choses telles que je les vis moi. Ça n'implique en rien les autres personnes, donc elles peuvent Les maternités sont différentes, les enfants sont différents, les femmes sont différentes. On peut vivre des choses complètement différentes. On est accouché dans le même pays, on est dans la même situation. Donc ça dépend vraiment de chacun. Il y aura peut-être d'autres, j'aime pas le mot influenceuse, mais d'autres créatrices de contenu qui vont partager leur maternité et ça va être complètement différent. Une autre personne pourra totalement se projeter dessus. Donc il y a vraiment de tout pour faire un monde. Et le côté responsabilité dans ce que je partage, moi, je m'engage à être authentique. Je m'engage à partager ce que je vis. Et c'est à prendre ou à laisser. Je suis sur les réseaux aussi, pas pour plaire à tout le monde, pas pour changer ce que je vis. Je suis là pour partager une réalité, ma réalité. Et puis ça me fait plaisir de la partager avec les autres. Donc, ça s'arrête là, quoi. Je ne suis pas là pour obliger ou pour dire voilà. Et je précise beaucoup dans certaines choses, ça n'implique que moi. Moi, je fais ça, ça marche pour moi, peut-être pas pour vous. Donc, il faut savoir faire la différence entre ce que je vis moi et ce que les autres peuvent vivre. Alors, devant toi, tu as tes petites cartes. Oui. Parole de maman. Donc dans ces cartes-là, il y a des cartes tabous, puisque dans la maternité, il y a beaucoup de tabous. Tu me fais peur? Non, t'en fais pas. Il n'y a rien de très dangereux. Des cartes émotions, des cartes miroirs et des cartes moments. Je t'invite à en piocher. Et, combien? Comme tu veux. Commence par une, et puis ensuite 2, ensuite 3. On va sur la première. Allez. Carte moment. Qu'est-ce que tu prends comme moment juste pour toi, pour te faire du bien? Voilà, c'est un signe. Tu les as bien mélangées, tes cartes, j'espère. En tant que femme, et encore plus en tant que jeune maman, il est essentiel de prendre des moments pour soi, car il est impossible de s'occuper, de prendre soin d'un petit être sans prendre soin de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est très dur de se dire que c'est pas de l'égoïsme. Mais au contraire, c'est pour pouvoir mieux aider et soutenir ton bébé et ta famille quand ils auront besoin de toi. Et le pire, c'est de savoir ça et de pas savoir l'appliquer. Qu'est-ce que je prends comme moment pour moi, pour me faire du bien? C'est difficile comme question, en vrai, parce qu'au final... c'est fait pour t'ouvrir justement les yeux sur ça, parce que t'es pas seule. J'essaye, déjà. J'essaye de, maintenant, 18 mois après, de remettre un peu d'ordre. En fait, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'imprévus quand tu as un petit bébé. Enfin, c'est plus un petit bébé, mais un enfant en bas âge. Il y a les dents, il y a les poussées de croissance, il y a les moments où il tombe malade. Donc, tu as beau planifier, tu as beau te dire « Ok, je vais faire ceci, je vais faire cela », et on en revient aux priorités. Il peut se passer le moindre petit truc, ta priorité, ça va tout de suite être ton enfant, donc tu vas complètement switcher ce que tu allais faire. Quels sont les moments que je prends? Dernièrement, j'essaye de... J'allais faire un hammam hier. C'est super. Un hammam massage. C'est super. C'est génial. Et surtout après ton dernier week-end, c'était très mérité. Exactement. Donc, j'essaye de piquer des petits moments par-ci, par-là, même si principalement, les moments que j'ai de libre, c'est pour travailler. Et là, tu me le dis, travailler, ce n'est pas une pause. Donc, ce n'est pas un moment pour toi? Oui, j'y travaille. On va dire que j'y travaille. Pense-y vraiment. Voilà, on va dire que j'y travaille. Pense-y vraiment. Tu peux en prendre une autre? Un petit peu plus... La dernière, tiens. Allez. On voit le carte côté tabou. Très carré, très organisé. Oui. Carte tabou. Est-ce que tu t'es déjà dit « Je regrette mon ancienne vie » ? Oui. Voilà. Sans tabou. Oui, je l'ai déjà dit, mais je n'y reviendrai pas pour autant. Qu'est-ce que tu regrettes du coup dans ton ancienne vie? Ma liberté, le fait d'avoir le luxe de ne pouvoir rien faire un moment. Parce que ça fait très, très, très longtemps, aussi longtemps que je ne peux même pas m'en rappeler, de la dernière fois où je n'ai rien fait. Quand je dis rien faire, c'est même pas réfléchir. Juste se poser. Donc oui, je suis nostalgique par moment.
mais je n'y reviendrai pas pour autant. Parce que je ne troquerai ce que j'ai actuellement pour rien au monde, avec toute la difficulté que ça implique. Donc, sans tabou, oui, mon ancienne vie me manque par moment, je la regrette par moment, mais je n'y reviendrai pas. Tu peux en prendre d'autres si tu veux. Carte miroir, je suis contente de changer à chaque fois. Que dirais-tu à la maman que tu es dans les jours les plus durs? Tu as fait le Toubkal, tu peux le faire. Et c'est là l'avantage de faire d'autres choses hors maternité. Parce que, pour la petite parenthèse, je pense qu'avant, j'avais la force physique, mais pas la force mentale. Et là, on l'a fait. On l'a fait hier. Tiens, on l'a fait hier. Et hier, j'avais pas la force physique, mais j'avais la force mentale. Et cette force mentale, je suis sûre à 300% que c'est la maternité qui me l'a donnée. Donc, dans les jours les plus durs, je me dirais que je peux franchir des montagnes, donc je peux faire face à cette journée-là ou à ces jours-là. D'où l'importance de se challenger. De faire d'autres choses en dehors de la maternité, parce que justement, on se rend compte de tout ce qu'elle nous a apporté quand on est en dehors du truc. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'était un peu l'inverse. Donc, j'ai accouché de mon premier, de mon deuxième. Et quand j'ai voulu reprendre le sport et que c'était super, super, super dur de reprendre, je me disais dans ma tête, Camille, t'as accouché, tu peux le faire. Les femmes sont différentes, les histoires de maternité sont différentes, les postpartum sont différents, et il faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Carte miroir encore. Si ton corps pouvait t'entendre, que lui dirais-tu? J'en perds les mots. Merci, déjà. Malgré la maladie. Merci malgré tout. Malgré tout, c'est dur parce que j'ai un rapport au corps très compliqué depuis jeune. On est là pour tout dire, donc j'ai fait face à des TCA, j'ai fait face à... ça a été très difficile, mon image par rapport à moi-même. Oula, c'est dur aussi d'en parler. J'ai toujours eu un rapport au corps assez compliqué, malgré les apparences, malgré le sport, malgré le fait que je puisse partager beaucoup de choses. Donc, quand tu as travaillé toute ta vie pour avoir un corps dont tu n'étais toujours pas satisfaite et que vient monsieur l'accouchement et monsieur corps postpartum, c'est un gros coup dur. Mais avec du recul aujourd'hui, je lui dis merci en premier. Je lui dis désolée. Je suis désolée de l'avoir beaucoup jugé, de l'avoir sous-estimé, jugé surtout. Et je reviens vraiment au merci parce que, avec tout ce qu'il a vécu, avec tous les changements, il me permet encore de faire des choses de dingue. Et j'apprends à aimer le changement, j'apprends à aimer les différences. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement une vidéo où je parle justement du corps en postpartum. Le corps est un temple. Et après la maternité, j'ai appris à l'aimer avec toutes les choses qui m'auraient été inimaginables avant. J'ai appris à l'aimer avec tous ces changements, à l'assumer. Donc, pour clôturer, merci. Vraiment. Merci. Il y a de quoi. Tous les corps sont beaux. Oui. Et le summer body, faut un summer, un body. J'ai le body, voilà. Le summer, il est là. On s'en fout du reste. Exactement. Est-ce que tu veux prendre une autre carte? Une dernière? Allez. Carte émotion. Raconte un moment où tu t'es sentie coupable depuis que tu es maman. Le premier jour à la crèche. C'était dur. C'était beaucoup plus dur pour moi que pour elle. Je me rappelle. À ma surprise. J'ai beaucoup pleuré. J'avais l'impression d'abandonner mon bébé. Après, c'est des choix. Certaines femmes arrivent à le faire assez jeunes. Moi, il faut savoir que j'ai déposé ma fille à la crèche. Elle avait 9 mois et 2 semaines. Donc, c'était relativement jeune pour moi. Mais c'était nécessaire pour me remettre un minimum de cadre, pour avoir une certaine structure. J'ai adoré les 9 mois et demi passés avec elle. Si c'était à refaire, je referais avec elle. Mais oui, je me suis sentie très coupable. J'avais l'impression de l'abandonner, mais au final, franchement, c'était un très bon choix. En tout cas, pour nous, ça a marché. Elle est très contente, elle est très épanouie, et du coup, moi aussi. Donc, voilà. Ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que la maternité a transformé en toi? Je reviens aux priorités. Donc, les priorités, elles changent direct. Il y a un côté instinct sauvage qui survient. Lionne, presque, j'ai envie de dire. Elle a changé en moi mon cercle d'amis, qui l'aurait cru. C'est un point important, oui. Oui, mon cercle d'amis, forcément, toutes, 99%
90% de mes copines maintenant sont des mamans avec des bébés. Nos sorties, c'est des playdates dans des cafés qu'on arrive à arranger des mercredis après-midi ou des week-ends quand il n'y a pas judo ou danse. Ma routine, déjà, un bébé a besoin de cadre, un petit enfant a besoin de cadre. Je me serais jamais imaginé rentrer à la maison tous les jours avant 20h. Voilà, la vie change. Donc principalement ça, ma personnalité. Je suis une autre femme en fait. J'ai longtemps cherché après l'accouchement à redevenir qui j'étais et j'ai compris un jour que ça ne servait à rien parce que cette personne-là n'est plus. Je suis une nouvelle personne. Je deviens chaque jour une nouvelle personne. J'avance avec la maternité. Donc ça m'a littéralement changée en tant que personne en fait. Et j'en suis pas peu fière. C'est franchement bien. Et c'est très bien de l'assumer et de l'accepter. Voilà, le cadre change, la vie change, les amis changent. J'arrive à accepter certains choix que je fais que j'aurais eu du mal à accepter avant, plus Comme quoi? facilement. Voilà. Comme lesquels? Dire non à certaines choses, ça a été difficile. Mais là, si ça touche à ma fille, c'est non, clairement. Penser beaucoup plus. Avant, je pensais aux autres, mais j'étais là aussi, je pensais beaucoup à moi. Là, c'est une erreur que je fais toujours, je dois penser à moi, mais comme je l'ai dit, je le dirai toujours et je pense que ça ne changera jamais, ma fille passera toujours avant tout. Quand les choses deviennent un peu lourdes au quotidien, quand ça devient difficile, qu'est-ce qui t'aide? Je demande parce que ça peut être des petits tips pour des mamans. Savoir que tout finit par passer. Ouais. Rien n'est éternel. La maternité, c'est un long chemin. Je parle surtout après l'accouchement. Après le moment où le bébé sort, c'est un long chemin. Il y a des nuits interminables. Il y a des douleurs, que ce soit pendant l'allaitement, les douleurs de la césarienne notamment. Quand j'étais dans ces moments-là, ce que je me répétais, ce que tu m'as dit aussi, c'est que tout finit par passer. Et je me répétais ça en boucle. Je sais que cette situation ne durera pas éternellement. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais cette situation ne durera pas éternellement. Donc je me répète ça et je sais que après la pluie, il y a le beau temps et tout finit par passer. Donc je me répète, c'est dur sur le moment, mais je pense que la maternité donne beaucoup d'endurance. C'est vrai. Donc tout finit par passer. Quel message tu voudrais faire passer aux pères? Tous les pères? Le père, si tu veux. Écoute bien. Tous les papas, vous êtes un pilier. Vous êtes un gros pilier dans tout le bâtiment de la maternité. Soyez présents, soyez là. N'ayez pas peur. Certains papas ont peur au début de beaucoup de choses, de la fragilité du bébé, de la fragilité peut-être de la maman aussi, du changement que ça implique, parce qu'on n'en parle pas assez, j'ai l'impression. Mais c'est beaucoup, beaucoup de changements pour les papas aussi. Donc, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous livrer, n'hésitez pas à partager avec votre femme. Ne vous renfermez pas trop par rapport à certaines choses parce que vous devez tenir votre posture d'homme. Tout le monde a le droit d'être fragile, tout le monde a le droit de douter, tout le monde a le droit d'avoir peur. C'est un changement. Certes, l'enfant sort du corps de la femme, on a cette vision-là, mais il en faut deux pour faire un enfant. Donc forcément, il faut redonner un peu d'espace, j'ai l'impression, au papa aussi. On parle beaucoup de la maternité. Dans le mot maternité, on n'entend que le maman. Ouais. Donc n'hésitez pas à prendre votre place, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à exprimer vos doutes. Soyez là. Vous avez l'impression d'être peut-être inutile au début. Beaucoup de papas, j'ai l'impression qu'ils ressentent ça parce que le bébé est constamment collé à la maman. Mais vous pouvez aider de différentes manières. C'est pas forcément en lien direct avec le bébé. Voilà, principalement ça. Le papa peut aider à regonfler la bouée. Exactement. Il peut aider à colmater le petit trou. Quel serait le compliment qu'on pourrait se faire aujourd'hui qui te ferait le plus plaisir? J'ai du mal avec les compliments. Je sais, c'est pour ça que je pose cette question. Tu es une bonne maman? Ouais. Parce que Et tu sais que c'est vrai. j'en doute des fois. Enfin, il y a le doute. Des fois, je me pose la question. Je sais que par moments, je fais de mon mieux. Encore une fois, à partir du moment où on fait de son mieux, c'est déjà très très bien, c'est déjà suffisant. Mais c'est un compliment qui me touche beaucoup. J'ai du mal avec les compliments. Les compliments, Camilia, c'est compliqué. Mais principalement, tu es une bonne maman, c'est un compliment en or pour moi. Donc ça serait ça.
Ben, moi, je te le dis, tu es une très bonne maman. Merci. J'en suis témoin. J'essaye. Et là, quand tu verras ça, écoute ta type, quand tu seras en âge de comprendre. Elle comprend déjà. Et elle comprend déjà que tu es une excellente maman. J'espère. Et du coup, bah, Aïla, justement, qu'est-ce qu'elle t'apprend sur toi-même tous les jours? Une tonne de choses. Ouais. Elle m'apprend à tester les limites de ma patience. Déjà, dernièrement, on est sur un terrible tout un peu en avance. Elle m'apprend beaucoup de qualités que je ne savais pas avoir. Donc, notamment la patience, la persévérance, l'endurance. On est sur des trucs négatifs ou c'est juste... Non. Voilà. Elle fait ressortir en moi la femme que je n'exprimais pas forcément avant. Parce que là, je me sens en posture de femme, de maman qui doit transmettre beaucoup de choses, qui a tout à apprendre à un petit être qui ne sait rien de la vie. Donc, elle m'apprend déjà que je peux faire ça. Rien que ça, c'est beau. Et qu'est-ce que tu voudrais lui transmettre par rapport sur le rapport au corps et à la santé en général? C'est des questions que je me pose souvent et je fais très attention à ce que je dis, du moins j'essaye. J'aimerais beaucoup qu'elle apprenne à s'aimer dès son plus jeune âge, dès maintenant. Et je lui répète d'ailleurs tous les jours toutes les qualités qu'elle a. Avec ses défauts, parce qu'il faut être conscient de tout. Quand elle crie, je dis, eh ben dis donc, tu cries beaucoup hein, pour un petit être. Bon, j'essaye de faire ça gentiment. Donc j'aimerais beaucoup qu'elle s'aime, qu'elle connaisse ses valeurs, qu'elle sache que sa valeur ne s'arrête pas à son physique, ce qui est très important pour moi. C'était quoi la deuxième partie de la question? Par rapport au rapport au corps et à la santé en général. À la santé, c'est vrai que c'est un fardeau que je trimballe toujours avec moi parce que scientifiquement, j'ai 3% de chance, 1 à 3% de chance de transmettre mon diabète à Ayla. Et ça ne se présente pas forcément dès la naissance. Donc, ça peut arriver, en général, ça arrive un peu avant la puberté. Donc, j'ai toujours cette petite boule. Je pense que c'est instinctif, c'est la fibre maternelle de l'envie de protéger. Je n'aimerais pas lui transmettre cette peur, mais j'aimerais lui transmettre que peu importe notre état de santé, que peu importe les challenges qu'on peut avoir, ben on peut tout de même mener sa vie. On peut tout de même faire beaucoup de choses. On peut tout de même vivre une vie tout à fait normale. Et c'est pas juste en rapport avec la santé, mais en rapport avec beaucoup de choses. Bah, du coup, pour enchaîner sur la question finale de ce podcast, quand ta fille écoutera cet épisode plus tard, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle retienne de sa maman? Que je l'aime très très fort. On se retient, on va pas pleurer sur la fin. On est des grandes filles, c'est ça? Les grandes filles pleurent aussi? Les grandes filles pleurent aussi. Ben, les grandes filles pleurent aussi. Ouais. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être qui tu es, tu as le droit d'être solaire, tu as le droit d'être un tonnerre comme tu es, tu as le droit d'être pétillante comme tu es, tu as le droit d'être tout ce que tu veux à partir du moment où tu te respectes et où tu respectes les autres. Tu peux être ce que tu veux et je serai toujours fière de toi. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup Salma d'avoir accepté de venir sur cet épisode de La Baby League, le podcast. J'ai vraiment adoré échanger avec toi. Merci pour ta confiance et ton authenticité. Pour ceux qui ne la suivent pas encore, Salma est sur Instagram sous le pseudo Salma's Lifestyle. N'hésitez pas à aller la suivre si vous aimez les contenus vrais, authentiques et frais. Quant à cet épisode, vous pourrez le retrouver sur YouTube et sur Spotify. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Spotify et au profil Instagram La Baby League pour ne rater aucun prochain épisode. Ils promettent d'être tout aussi captivants avec de super invités de prévus. Je n'en dis pas plus. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et à bientôt.